Bonjour, nous allons prouver les différents résultats sur les isométries vectorielles aujourd'hui. Donc dans toute cette partie, E est un espace euclidien, donc c'est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire et qui est de dimension finie. Donc si on prend U, un endomorphisme, U sera une isométrie vectorielle si elle conserve la norme. C'est-à-dire que la norme de U de x est égale à x, et ça pour tout élément x de mon espace vectoriel. Donc l'ensemble des isométries vectorielles, on l'appelle le groupe orthogonal. Donc, vu notre définition ici, la première chose qu'on peut remarquer sur les isométries vectorielles, c'est qu'elles sont bijectives. Comme on a que U est un endomorphisme, s'il est bijectif, on a que c'est un automorphisme. Donc maintenant, on va regarder le côté bijectif. E est de dimension finie, donc U bijectif est équivalent à U injectif est équivalent à U surjectif, parce que U est un endomorphisme avec E de dimension finie. Donc pour montrer que U est bijectif, je vais choisir soit de montrer l'injectivité et la surjectivité. Donc en général, l'injectivité est plus facile, donc je vais m'intéresser à l'injectivité. Et comme on est un endomorphisme, l'injectivité, ça va revenir à prendre un élément x quelconque appartenant à E, tel que U de x est égal à 0, et réussir à montrer que x est égal à 0. Ça veut dire que le noyau de U est réduit à 0. Donc, la seule chose que je sais sur les isométries vectorielles, c'est la norme, donc je vais regarder la norme de U de x. Comme U de x est égal à 0, on va voir que sa norme est égale à 0, mais comme c'est une isométrie vectorielle, on va voir aussi que U de x est égal à la norme de x. Ça, c'est parce que U est une isométrie vectorielle. Donc je vais avoir que la norme de x est égale à 0, et à cause des propriétés sur la norme de x, ça veut dire que x est égal à 0. Donc on a bien montré que le noyau de U était inclus dans 0, que c'est le seul élément qui était dans le noyau de U, et comme l'inclusion réciproque est toujours vraie, on a l'égalité que le noyau de U est égal à 0. Donc on a que U est injectif, et donc que U est bijectif. Un autre résultat qu'on peut facilement prouver lorsqu'on a une isométrie vectorielle, c'est que les seules valeurs propres possibles sont 1 et moins 1. Donc je vous rappelle, si lambda est une valeur propre de U, alors il existe un x différent de 0, tel que U de x est égal à lambda x. Comme U est une isométrie, la seule chose qu'on sait sur les isométries, c'est qu'elle conserve la norme. Donc je vais regarder la norme de U de x, par exemple. Donc ça, c'est égal à deux choses, à lambda fois la norme de x, par les propriétés sur la norme, mais c'est aussi égal à la norme de x, parce que U est une isométrie. Donc j'obtiens que norme de x est égale à valeur absolue de lambda fois norme de x, sauf que x est différent de 0, donc on sait que la norme de x est différente de 0 à cause des propriétés sur la norme. Donc là, je vais en déduire, je vais pouvoir simplifier par norme de x, que valeur absolue est égale à 1. Donc forcément, lambda, il vaut soit 1, soit moins 1. Donc, dans certains livres, on peut trouver le terme d'endomorphisme orthogonal pour décrire les isométries vectorielles, mais il faut faire attention, parce que par exemple, les projections orthogonales, qui sont des endomorphismes, ne sont pas des isométries vectorielles, sauf si c'est l'identité. Donc pourquoi c'est pas des isométries vectorielles? On sait, avec le cours, on a vu que si P est une projection orthogonale, on va avoir que la norme du projeté de x est toujours plus petit, inférieur ou égal à la norme de x. Et ici, on a égalité si et seulement si P est égal à l'identité. Une autre manière aussi de le prouver, c'est avec les valeurs propres, puisque si P est une projection différente de l'identité, alors 0 va être une des valeurs propres de la projection. Et du coup, c'est en contradiction avec le résultat de la question d'avant. Nous allons maintenant montrer quelques propriétés du groupe orthogonal. Donc toutes ces propriétés, vous devez être capable de les reprouver. Donc le premier point, on l'a déjà prouvé, c'est la proposition 5. Je ne vais pas le reprouver ici. Le deuxième point, bon, c'est évident, puisque l'identité d'un élément, ça reste lui-même, donc sa norme est la même. La norme de l'identité de x et de x, c'est la même chose.
Donc ce qui va être plus intéressant, c'est les deux autres points. Donc si je prends U et V des endomorphismes orthogonaux ou encore des isométries vectorielles, je vais m'intéresser à leur composé. Donc pour montrer qu'un endomorphisme est une isométrie vectorielle, on va regarder donc la norme de cet endomorphisme en X. Donc si U et V sont des endomorphismes, on a directement que U rond V est un endomorphisme, ça pose pas de problème. Donc je vais maintenant regarder sa norme. Donc là, je vais utiliser le fait que U est une isométrie vectorielle et que donc la norme d'un élément, ici, norme de U de Y, est égale à la norme de Y. Donc ici, la norme de V de X. Donc ça, c'est parce que U est une isométrie vectorielle. Et là, maintenant, j'utilise le fait que V est une isométrie vectorielle pour en déduire que la norme de V de X est égale à la norme de X. Donc j'ai montré que quel que soit X appartenant à E, la norme de U rond V évaluée en X est égale à la norme de X. Donc j'en déduis que U rond V, donc la composée, est une isométrie vectorielle. Donc si on compose, c'est bon, on reste des isométries vectorielles, et si on passe à l'inverse, puisqu'on sait que c'est bijectif, on va aussi rester une isométrie vectorielle. Donc là, la preuve est un peu moins évidente la première fois qu'on la voit, mais après il n'y a pas trop de soucis. Donc je dois avoir un résultat sur la norme de U-1 de X. Donc partir là directement avec la norme de U-1 de X, on ne voit pas trop comment faire pour montrer que c'est égal à la norme de X. Donc on sait que U rond U-1 est égal à l'identité, donc plus particulièrement que quel que soit X appartenant à E, U rond U-1 de X est égal à X. Donc si je prends la norme de cet élément, est avoir cette égalité avec les normes, sauf que ceci, parce que U est une isométrie vectorielle, on sait que c'est la norme de U-1 de X. Donc on a bien le résultat sur l'inverse. Donc U-1 va être une isométrie vectorielle. Nous allons maintenant voir les caractérisations des isométries vectorielles. Donc, il y en a deux qui sont importantes. La première, c'est qu'une isométrie vectorielle conserve le produit scalaire, et que la réciproque est vraie. Donc U est une isométrie vectorielle si et seulement si U conserve le produit scalaire. Donc c'est une autre manière de montrer qu'un endomorphisme est une isométrie vectorielle. Et une autre encore caractérisation, c'est que U est une isométrie vectorielle si et seulement si elle transforme une base orthonormale en une base orthonormale, ou encore si la matrice de U dans une base orthonormale est orthogonale. Du coup, en pratique, on utilisera soit la définition, soit une de ces deux caractérisations pour montrer que U est une isométrie vectorielle. Donc l'avantage de la proposition 8, c'est qu'on voit un lien avec les matrices orthogonales, et donc en montrant certains résultats sur les matrices orthogonales, on aura les mêmes sur les isométries vectorielles. Donc là, je vais commencer par prouver la proposition 7, qui nous dit que U est une isométrie vectorielle si et seulement si U conserve le produit scalaire. Il y a une équivalence, donc je vais montrer d'abord dans un sens puis dans l'autre. Je vais commencer par supposer que U conserve le produit scalaire, donc que ceci est vérifié. Donc je dois montrer que U est une isométrie vectorielle, donc j'ai déjà supposé que c'était un endomorphisme, donc je vais juste montrer qu'elle conserve la norme. Donc je vais partir d'un élément X appartenant à E quelconque, et je dois regarder la norme de U de X. L'information que j'ai pour le moment, c'est qu'elle conserve le produit scalaire. Sauf que c'est quoi quelle est la définition de la norme? C'est que c'est la racine du produit scalaire de U de X avec U de X. Donc, vu la propriété qu'on a supposée, quand je prends X égale Y, je vais avoir que tout ceci va être égal à la racine de la norme du produit scalaire de X avec X, donc égal à la norme de X. Donc sans problème, j'arrive à montrer que U est bien une isométrie vectorielle. Nous allons maintenant montrer le résultat dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, je vais supposer que U est une isométrie vectorielle, donc qu'elle conserve la norme. Et je dois montrer qu'elle conserve le produit scalaire. Donc je dois montrer un résultat quel que soit X, Y appartenant à E.
Donc pour montrer le résultat, je vais utiliser l'identité de polarisation qui permet d'écrire un produit scalaire en fonction seulement des normes. Comme les normes sont conservées, je vais avoir que le produit scalaire est conservé. Je vais le faire rapidement ici. Donc si je regarde le produit scalaire de U de X avec U de Y, avec l'identité de polarisation, je vais avoir que c'est un quart de la norme de U de X plus U de Y au carré moins la norme donc de U de X moins U de Y. Comme U est un endomorphisme, je peux dire encore que ceci c'est un quart de la norme de U de X plus Y au carré moins donc la norme de U de X moins Y au carré. Parce que U est un endomorphisme. Donc là maintenant je vais pouvoir utiliser le fait que U est une isométrie vectorielle pour en déduire que c'est du coup un quart de la norme donc de X plus Y au carré moins la norme de X moins Y au carré. Et par l'identité de polarisation, on a que ça c'est du coup le produit scalaire de X avec Y. Donc j'ai bien que si U est une isométrie vectorielle, alors elle concerne le produit scalaire. J'ai donc montré les deux sens de l'équivalence, donc la proposition 7 est prouvée. Je vais maintenant montrer la proposition 8. Je vais commencer par prouver que 1 et 2 sont équivalents, donc que U est une isométrie vectorielle si et seulement si U transforme une base orthonormale en une base orthonormale. Pareil, là c'est par équivalence, il y a un sens qui est facile, c'est U est une isométrie vectorielle, alors U transforme une base orthonormale de U en une base orthonormale, parce que pour être une base orthonormale, il faut que le produit scalaire de deux éléments distincts est égal à 0, et le produit scalaire d'un élément avec lui-même est égal à 1. Sauf que vu que comme U conserve le produit scalaire, je vais avoir que si EI scalaire EJ avec I différent de J est égal à 0, ça va être pareil que de dire que le produit scalaire de U de EI avec U de EJ est égal à 0. Et si I égale J, je vais avoir que ce produit scalaire est égal à 1, et du coup le produit scalaire de U de EI avec U de EI, celui-là lui aussi est égal à 1, puisque U conserve le produit scalaire. Donc ce sens ne pose pas de problème. Nous allons donc regarder la réciproque. Donc U, c'est un endomorphisme. Et je suppose qu'elle transforme une base orthonormale en une base orthonormale. Donc je vais appeler E1, EN, une base orthonormale. Et je vais supposer que U de 1, U de EN, est encore une base orthonormale. Donc là, je vais utiliser le fait que si X appartient à E, alors je vais pouvoir l'écrire dans la base E1, EN. Je sais qu'il va exister x1, xn, tel que on va voir que x, ça sera x1, e1 plus xn, en. Et donc par linéarité, je vais avoir que u de x, ça va être égal à x1, u de 1, etc. jusqu'à xn, U de n. Et donc je veux réussir à montrer que norme de x égale la norme de U de x. Donc comme on a une base orthonormée, on sait que la norme de x au carré, ça va être égal à la somme des xi au carré. Parce que E1, En est une base orthonormée. Et donc c'est le théorème de Pythagore. Mais vu la notation ici de U de x en fonction de la base U de 1, U de En, qui est elle aussi une base orthonormée, on va voir que cette somme, toujours par le théorème de Pythagore, c'est en fait aussi égal à la norme de U de x au carré. Donc je vais avoir que la norme de U de x égale la norme de x, donc j'ai que U est bien une isométrie vectorielle puisqu'elle conserve la norme. Je vais maintenant montrer que U est une isométrie vectorielle si elle seulement si la matrice de U dans une base orthonormale de E est orthogonale. Pour ça, je vais poser
B est une base orthonormale, hein, donc B ça sera E1, En, et je vais considérer B', l'image de cette base, donc les vecteurs U de 1 jusqu'à U de En. Je vais aussi prendre M, la matrice, dans la base B de U. Donc comme U, si on suppose que U est une isométrie vectorielle, ceci va être équivalent. Comme B est une base orthonormale, on va avoir que B' est elle aussi une base orthonormale. C'est l'équivalence, c'est le premier point. Donc si B' est une base orthonormale, qu'est-ce que j'en déduis de là? Que les colonnes de M forment une base orthonormale. Donc si les colonnes de M forment une base orthonormale, on sait par la proposition 3 sur les matrices orthogonales que M est orthogonale. Donc pareil, là on a une équivalence. Donc on a bien montré que 1 était équivalent à 3. Donc si on prend M, la matrice, dans une base B d'un endomorphisme U, et si cette matrice-là, elle est orthogonale et que B est non orthonormale, on va pouvoir en déduire que U n'est pas une isométrie vectorielle. Donc je vais vous prouver ce résultat, hein, donc je vais faire une preuve par là. Supposons que U est une isométrie vectorielle. Comme M est une matrice orthogonale, on va avoir que les colonnes de M, donc ici c'est U de 1, U de N, forment une base orthonormale. Comme U est une isométrie vectorielle, j'en déduis que U-1 est elle aussi une isométrie vectorielle. Donc comme ici on a une base orthonormale, je vais avoir l'image par U-1 qui est une isométrie vectorielle de cette base orthonormale qui sera encore une base orthonormale. Donc si je regarde U-1 de U de 1, donc voilà hein, l'image. Si je regarde donc l'image par U de -1 de cette base orthonormale, je vais avoir que c'est encore une base orthonormale. Car U-1 est une isométrie vectorielle. Sauf que cette base-là, c'est E1, En, qui n'est pas une base orthonormale. Donc là, on a une contradiction. Donc, notre hypothèse de départ, que U était une isométrie vectorielle est fausse, donc on en déduit bien que U n'est pas une isométrie vectorielle. Donc avec le même type de preuve, on peut montrer que si U est une isométrie vectorielle et que B est non orthonormale, alors forcément, on va voir que M n'est pas une matrice orthogonale. Donc dans certains exercices, ça peut des fois être utile de penser à ce résultat. Donc de la proposition 8, on va aussi pouvoir facilement montrer que le déterminant d'une isométrie vectorielle est égal à 1 ou -1. En effet, hein, si je prends donc U, une isométrie vectorielle, je vais avoir que le déterminant de U, c'est le déterminant de la matrice de U dans n'importe quelle base B. Donc si je suppose que B est une base orthonormale, comme U est une isométrie, on va voir que la matrice de U dans la base B est une matrice orthogonale. On avait montré hein, qu'une matrice orthogonale, son déterminant c'était 1 ou -1. Donc on va pouvoir classer les isométries vectorielles en deux catégories, celle de déterminant égal à 1, qu'on appellera isométrie positive, et celle de déterminant égal à -1, qu'on appellera isométrie négative. Donc les isométries positives, on les appelle aussi groupe spécial orthogonal, hein, donc ça rejoint l'autre groupe spécial orthogonal, hein, puisque les isométries positives sont les isométries dont la matrice dans une base orthonormée est orthogonale et le déterminant est égal à 1. Il nous reste encore un résultat à prouver, c'est la proposition 9. Hein. Donc si F est un sous-espace vectoriel stable par une isométrie vectorielle, alors son orthogonal est lui aussi stable par U. Donc ce résultat, il va être utile notamment lorsqu'on va essayer quand on va travailler avec les symétries orthogonales, notamment hein, pour les diagonaliser. Donc les symétries orthogonales, c'est des endomorphismes dont je vous donnerai la définition dans la prochaine vidéo. Donc là maintenant, je vais prouver la proposition 9. Hein. Je vais supposer que F est stable
par U, hein, avec U, donc une isométrie vectorielle. Donc c'est une application linéaire hein, qui va conserver la norme. Donc comme f est stable, je peux définir U chapeau, l'endomorphisme induit par U, qu'il sera encore une isométrie vectorielle, puisque si U conserve la norme, l'endomorphisme induit U chapeau va lui aussi conserver la norme. Donc si U chapeau est une isométrie vectorielle, en particulier, ceci sera donc une bijection de f dans f. Donc c'est vrai que là j'ai mis isométrie dans E, hein, mais comme c'est un sous-espace stable, hein, j'aurais pu mettre que U chapeau était en fait une isométrie vectorielle de f. Donc c'est aussi une bijection de f dans f. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à f, il existe un unique z appartenant à f, tel que x est égal à U chapeau de z, hein, sauf que U c'est l'endomorphisme induit, donc c'est aussi égal à U de z. Donc maintenant je vais essayer de montrer que l'orthogonale de f est lui aussi stable par U. Donc on va montrer un résultat sur f orthogonale. Donc je vais prendre un y appartenant à f orthogonale et on doit montrer que U de y appartient lui encore à f orthogonale. Comment est-ce qu'on montre qu'un élément est dans f orthogonale? Je dois prendre un élément x appartenant à f et regarder du coup le produit scalaire de x avec U de y. Sauf que je sais que quel que soit x appartenant à f, et là il existe un unique z tel qu'on a ça, donc ça je peux encore l'écrire comme U de z, U de y. Sauf que U est une isométrie vectorielle, donc elle conserve la norme et le produit scalaire. Donc ça c'est aussi égal au produit scalaire de z avec y. Sauf que z il appartient à f, y il appartient à f orthogonale, donc ce produit scalaire est nul. Donc j'ai montré que quel que soit x appartenant à f, le produit scalaire de x avec U de y est égal à 0, donc j'en déduis que U de y appartient à f orthogonale. Donc quel que soit y appartenant à f orthogonale, j'ai U de y appartient à f orthogonale, donc là j'en déduis que f orthogonale est stable par U.